s'il ne voit pas une explosion immédiate des ventes, il considère ça directement comme un échec. C'est là où je pense qu'il y a un futur métier qui petit à petit va éclore, va naître, qui va être celui de ne pas voir l'investissement dans un premier jeu comme un one-shot, mais plutôt comme un tremplin pour un second jeu ou un troisième, etc. Il faut comprendre que le créateur qui arrive à sortir un premier jeu, déjà, ou le micro-studio qui arrive à un premier jeu, c'est un exploit. Aujourd'hui, si on dit investir dans le jeu vidéo, on pense tout de suite à bourse, actions, Ubisoft, Square Enix, etc., etc. Dans le même temps, si on pense investissement local, on pense souvent à une boulangerie, une laverie, un food truck, parce que c'est un investissement rassurant, il y a une clientèle locale, un besoin évident, un retour sur investissement basé sur la consommation quotidienne de personnes. Mais aujourd'hui, il existe une nouvelle génération d'artisans qui ne travaillent pas le pain, le café ou quoi que ce soit d'autre, mais le code, le pixel et l'interactivité. Aujourd'hui, on va démêler tout ça et voir comment, en 2025, investir dans le jeu vidéo autrement. Parlons d'abord de l'investissement dit local. Donc l'investissement local, c'est un modèle plutôt bien connu, puisque les avantages, c'est qu'il y a une clientèle et un besoin tangible et une clientèle locale de proximité. Elle est là, c'est un marché de proximité et fidélisé, avec tous les gens qu'il y a autour, du bar à vin, de la boulangerie, du food truck, de la laverie que vous mettez en place. C'est un modèle qui est souvent éprouvé, c'est-à-dire qu'en fait, quand un investisseur se met à investir là-dedans, en fait, il ne part pas sur quelque chose de totalement inconnu. Il y a déjà eu plein de laveries avant, plein de bars à vin, plein de restaurations, etc., etc. Donc même s'il y a des risques et des potentiels, en fait, c'est quelque chose qui est un peu confortable et on va dire rassurant. Par contre, il y a quelques défauts à cet investissement-là. C'est qu'on a une croissance qui est forcément plafonnée, parce qu'on dépend un peu d'un nombre de clients fixes et locaux autour du lieu. On a des coûts d'exploitation qui sont fixes et qui parfois peuvent être assez élevés, donc tout ce qui est loyer, salaire, maintenance, etc. Et par contre, il y a une scalabilité qui est faible. Scalabilité dans le sens où ce commerce ne va pas forcément avoir une explosion exponentielle. Par contre, l'investissement dans le jeu vidéo indépendant, c'est un artisanat numérique, mais sans aucune frontière. Pourquoi ? Parce qu'un développeur indépendant seul ou un micro-studio de jeux vidéo, c'est un artisan du numérique, il ne vend pas du pain du café, mais des expériences, du divertissement et de l'émotion. Donc il y a une audience mondiale, ça c'est le premier point très important à saisir. Un jeu vidéo peut être vendu partout, Tokyo, New York, Sydney, sans coût supplémentaire. Avec la dématérialisation aujourd'hui, un créateur a accès au monde entier. Dans ce cas-là, la scalabilité est par contre elle, très forte. C'est-à-dire qu'un jeu qui fonctionne peut exploser ses ventes du jour au lendemain et de manière exponentielle. Les coûts d'exploitation aussi d'une activité sont plutôt réduits, puisqu'on n'a pas forcément de local, on n'a pas de perte matérielle, etc. Alors bien sûr, je parle des solo créateurs et des micro-studios de jeux vidéo, parce qu'on a tout de suite le réflexe de penser gros studio, grosse machine, Ubisoft, Square Enix. Non, rappelons-nous d'où ils viennent. Et l'un des exemples les plus frappants, c'est Stardew Valley, qui est quand même un jeu qui a été développé par une seule personne et qui a déjà généré plus de 300 millions de dollars de revenus. Donc, est-ce qu'une laverie, demain, peut rapporter 300 millions de dollars ? Maintenant, est-ce que c'est le moment, avec tout ce qu'on entend en ce moment, la crise du jeu vidéo, la mise en place, etc. Est-ce que c'est vraiment le moment idéal pour investir dans le jeu vidéo indé ? En fait, il faut quand même se rappeler de 2 ou 3 points. Le premier, c'est que le jeu vidéo est aujourd'hui l'une des industries les plus rentables du monde. Ça pèse 200 milliards de dollars et ça dépasse le cinéma et la musique. Et quand je dis 200 milliards de dollars, il ne faut pas penser que ces 200 milliards de dollars sont répartis uniquement sur les gros acteurs. On parle de l'intégralité du monde du jeu vidéo et ces chiffres, il y en a plein qui sont masqués, cachés, complètement invisibles, puisqu'en fait c'est juste un petit morceau de l'iceberg. Parce qu'encore une fois, toutes les plateformes underground, toutes les plateformes un petit peu connexes, Itch.io, GameJolt, etc., les gens qui vendent leurs jeux sur leur propre site, les gens qui sont full auto-édités, indépendants, etc., ne rentrent pas forcément dans cette catégorie. Donc en fait, même le chiffre de 200 milliards, il est plus petit que la réalité du marché. L'autre point aussi, c'est que les joueurs ont grandi. Donc aujourd'hui, l'âge moyen d'un joueur en France, il est de 39 ans. Donc ça nous informe sur 2 choses. Premièrement, que les potentiels players, donc les potentiels clients d'un projet, d'un studio, d'un projet de jeu vidéo, il y en a de plus en plus et ils vont continuer aussi de grandir et de vieillir. Mais ça nous informe aussi sur le fait qu'il y a des gens qui arrivent à des âges où on a une capitalisation plus forte, où on a les moyens d'investir, qui sont aussi des passionnés de jeux vidéo. Et c'est là où c'est intéressant à faire ce parallèle, c'est que d'un côté,
on a un âge moyen qui grandit chez les joueurs, et en même temps, plus cet âge moyen grandit, plus ça veut dire que c'est des gens qui ont du capital. Donc forcément, quelqu'un qui a du capital, qui a un petit côté investisseur, et qui à côté de ça est lui-même un gamer et un joueur, bah en fait là, il peut peut-être trouver quelque chose. Donc, boulangerie, laverie, food truck ou jeux vidéo, c'est la question qu'il faut se poser. Le commerce local, c'est forcément un retour prévisible mais limité. Le jeu vidéo indépendant, c'est forcément une possible explosion exponentielle du marché mondial. Donc investir dans le jeu vidéo, c'est comme investir dans l'artisanat du futur, c'est croire en un créateur, en un micro-groupe de créateurs, en un savoir-faire unique, et en une œuvre qui peut conquérir le monde entier depuis un simple ordinateur. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, il y a des histoires énormes. Alors oui, on va dire il y a des risques et tout, on va les voir juste après dans les autres parties, mais il y a des risques partout en fait. Demain, même si vous partez sur un business model très connu, une laverie, une boulangerie, ça ne veut pas forcément dire que vous allez y arriver, ça ne veut pas forcément non plus dire que vous allez faire des millions avec. Si vous vous lancez dans les startups, on verra un petit passage aussi sur l'investissement, les capitales risqués, etc. juste après, mais là aussi, c'est pareil, vous n'avez aucune réalité du marché. Donc en fait, on critique souvent la difficulté de l'investissement dans le jeu vidéo, mais en fait, c'est les mêmes risques que n'importe quel investisseur. Comment essayer de se sécuriser avec ça? On le verra juste après. Venture capital contre investissement local. C'est deux stratégies complètement différentes. Mais les deux vont avoir des intérêts à être évoqués, je dirais, dans cette vidéo. Donc la première chose, c'est le modèle classique du venture capital, qui repose sur une logique assez simple en fait. C'est qu'on investit sur 10 projets, des startups, de la tech, peu importe. 6 échouent, 3 survivent et 1 explose tout. Donc le gros succès rembourse en fait les autres et génère un profit massif. Petite parenthèse, si on regarde bien les très très gros studios de jeux vidéo, aujourd'hui les mastodontes, en fait c'est un peu comme ça aussi qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils vont fabriquer 10 projets, 10 jeux, et en fait il suffit qu'il y ait un seul de ces 10 jeux fonctionne pour que ça rentabilise en fait tout ce qui a été dépensé, je dirais, sur les autres. Donc pourquoi ça fonctionne? Parce que dans un secteur de la tech, particulièrement et des startups, etc., il suffit d'un hit pour rentabiliser un portefeuille entier. C'est ainsi que les investisseurs qui ont misé sur Uber, Airbnb, Facebook ont multiplié leur mise par je ne sais pas combien. Donc on l'a vu tout à l'heure, quand vous misez par contre sur le local, vous misez sur la stabilité. Bon, donc vous investissez dans, encore une fois, une boulangerie, un bar, une laverie, un food truck, etc. Le raisonnement il est totalement différent. Vous misez sur une rentabilité qui est stable et prévisible, vous attendez un ROI, comme on dit, constant, basé sur les ventes récurrentes, je dirais des clients, de la clientèle fidélisée et locale. Il n'y a pas de jackpot, mais vous n'avez pas de perte massive non plus, puisque en fait, si vous échouez, vous allez être en perte, mais ça ne va pas être du casino. Mais du coup, en investissement dans le jeu vidéo indépendant, solo créateur ou micro-créateur, comment trouver l'équilibre entre ces deux modèles? Tout simplement parce que en termes d'investissement dans le jeu vidéo, la vraie réussite, c'est pas le premier jeu, c'est le second, le troisième, le quatrième, le cinquième. L'erreur que font beaucoup d'investisseurs dans le jeu vidéo, ou en tout cas, même si c'est pas une erreur, c'est un truc qu'on pense avant de vouloir investir, c'est de dire que je veux fixer ça comme un one-shot. C'est-à-dire qu'en fait, investir sur un titre, sur un projet de jeu vidéo, est souvent vu comme un one-shot. J'investis, je mise sur un titre et j'attends un one-shot de ce titre. S'il ne voit pas une explosion immédiate des ventes, il considère ça directement comme un échec. Mais en réalité, le véritable objectif, c'est d'atteindre une stabilité qui permettra de faire continuer la machine, de fabriquer un second jeu. Bien sûr, si le premier jeu et que le premier investissement est un one-shot et que ça crée un hit, ça arrive aussi plus régulièrement qu'on ne le croit, c'est tout bénef. Mais si on veut se sécuriser et être plus dans la stabilité, en fait l'investissement il est plus basé sur la continuité et ce que va provoquer ce premier titre. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le premier jeu du solo créateur ou du micro studio, ça va être souvent un galop d'essai. Donc le développeur doit potentiellement apprendre, tester, construire sa fanbase, comprendre aussi toutes les mécaniques qu'il va rencontrer en termes de difficultés, puisqu'un jeu vidéo c'est quelque chose de complexe, c'est une œuvre, c'est artistique, c'est technique, c'est un mélange de tous ces savoirs, et en fait va falloir qu'il s'éprouve à tout cela. Et il n'y a pas de modèle vraiment unique en réalité, puisque étant donné qu'il y a cette sensibilité artistique, technique et autres, le tout mélangé,
bah forcément, un projet de jeu vidéo ne va pas rencontrer les mêmes problématiques qu'un autre projet de jeu vidéo, etc. Le second jeu, bah, c'est en fait la consolidation du business, tout simplement parce que si le premier jeu ne fait pas des millions, mais que le premier jeu permet de créer un second jeu, à ce moment-là, vous n'avez pas investi sur un titre, mais vous avez investi sur une structure, sur un créateur seul ou sur un micro-studio. Le véritable investissement à ce moment-là, c'est plutôt la trajectoire du créateur ou du micro-studio. C'est-à-dire qu'on investit sur une trajectoire et pas seulement un seul produit. Revenons sur le parallèle avec les commerces locaux, l'investissement local, la boulangerie, le bar à vin, etc. Quand vous investissez dans une boulangerie, une laverie, un food truck, bah, ce qui va vous intéresser, c'est pas les ventes de la première semaine en fait. Ce qui va vous intéresser, c'est le fait que ce food truck, cette laverie, cette boulangerie, elles tiennent dans le temps. Bah là, on est exactement dans le même cas de figure. Prenons quelques exemples pour illustrer tout ça. Prenons Bastion, qui a été un bon succès, mais pas un phénomène mondial. Ce succès a permis à financer Transistor, qui a renforcé la réputation du studio. Ensuite, Hades est arrivé et a explosé tous les records. Donc vous voyez bien que là, c'est le troisième jeu en fait d'une équipe qui a explosé la machine, explosé les compteurs. Donc en fait, ils ont réussi avec Bastion à avoir de quoi fabriquer un deuxième jeu qui leur a permis de faire Transistor et qui leur a permis de faire Hades. Si on avait jugé Supergiant uniquement sur Bastion, on n'aurait jamais vu Hades. Donc sur cette partie, on peut conclure de la manière suivante. Il ne faut pas voir l'investissement dans un premier jeu comme un one-shot, mais plutôt comme un tremplin pour un second jeu ou un troisième, etc. Il faut comprendre que le créateur qui arrive à sortir un premier jeu, déjà, ou le micro-studio qui arrive à un premier jeu, c'est un exploit, et que même avec des ventes modestes, il a déjà prouvé en fait qu'il pouvait le faire. C'est-à-dire qu'en fait, on vient de fabriquer un outil. Et en fait, c'est là où il faut, je pense, être le plus malin, c'est-à-dire qu'investir dans un solo créateur ou dans un micro-studio de jeux vidéo, c'est déjà fabriquer un outil. En même temps, il faut accepter qu'un investissement dans le jeu vidéo indépendant doit se penser sur plusieurs projets et pas sur un seul hit immédiat. Donc ça peut arriver, encore une fois, et je le souhaite à tout le monde, tout investisseur, d'avoir un premier hit instantané. Mais en fait, il vaut mieux partir par souci de stabilité, de sécurité. Et si là, on parlait de scalabilité, en fait, c'est comme ça qu'il faut le concevoir dans le jeu vidéo indépendant. Plutôt que de voir un jackpot direct, il faut plutôt voir ça comme la construction pierre par pierre d'un véritable studio de jeux vidéo. Alors par contre, tout ça c'est bien beau, mais c'est pas si facile que ça, c'est pas si simple que ça d'investir sur un solo créateur ou d'investir sur un micro-studio de développement de jeux vidéo. Le principal problème, c'est que l'investisseur, lui, il a besoin de suivi, de sécurité, de garantie, mais il ne connaît pas forcément les codes du jeu vidéo. Les codes du jeu vidéo, de la production de jeux vidéo, du lancement de jeux vidéo, du marketing du jeu vidéo, du suivi d'une production de jeux vidéo, ce ne sont pas des codes simples. N'importe qui peut, avec des tutos, des vidéos, avec la télévision, avec un peu d'informations, avoir tout un tas d'infos sur les process pour un restaurant, une boulangerie. Ça ne veut pas dire qu'il va y arriver, mais ça veut dire que déjà, il y a des bases solides partout, un petit peu de départ, le squelette de fonctionnement, alors que pour le jeu vidéo, c'est un peu flou. Et en fait, l'investisseur, c'est ça son problème. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir besoin de comment je vais suivre en fait ce qui se passe. J'évoquais tout à l'heure l'âge moyen des joueurs, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gamers fans de jeux vidéo qui arrivent à des âges où ils ont un capital, donc ils ont la possibilité d'investir dans le jeu vidéo, mais il y a plein de choses qui les bloquent. Ils ne savent pas comment juger un projet de jeu vidéo. Est-ce qu'il est bon, pas bon? Est-ce qu'il va être faisable ou pas faisable? Ils ne comprennent pas forcément la production d'un jeu vidéo, comment ça marche, comment ça suit, comment on sait si on est dans les clous ou pas. Troisièmement, ils ne savent pas comment encadrer un solo créateur, un micro-studio, comment travailler avec eux. Parce que si demain vous êtes investisseur dans une laverie ou investisseur dans un food truck, en fait vous allez, même si vous n'y connaissez rien, vous allez quand même pouvoir savoir si les chiffres sont bons, si ça avance, s'il y a des ventes, si les produits sont en stock, etc., etc. Alors que le jeu vidéo, c'est beaucoup plus flou, beaucoup plus complexe. Le résultat de tout ça, c'est que même si l'idée d'investir dans le jeu vidéo va titiller plein de monde, même si l'envie, elle est là, en fait, face aux risques, face aux craintes, face aux questions, en fait, tout le monde décide de ne pas le faire. Donc c'est quoi la solution à tout ça? En fait, la solution de tout ça, elle n'existe pas encore vraiment, et en fait, elle nécessite d'être fabriquée. Donc ce serait un troisième acteur dans cet écosystème, qui est là, non pas pour accompagner les créateurs, mais pour accompagner les investisseurs. Donc là, on parle de l'accompagnement des investisseurs dans le monde du jeu vidéo indépendant. Aujourd'hui, si vous regardez dans la tech, dans les startups,
On a des incubateurs, des accélérateurs, du mentoring et tout, même pour les investisseurs. Par contre, aujourd'hui, c'est quasi ou totalement absent dans le monde du jeu vidéo indépendant. Donc la question, c'est pourquoi les développeurs eux-mêmes ne bénéficieraient pas aussi d'investisseurs, et pourquoi les investisseurs ne bénéficieraient pas eux aussi d'accompagnement pour investir. C'est là où je pense qu'il y a un futur métier qui petit à petit va éclore, va naître, qui va être celui de producteur-investisseur. Donc qui serait un pont entre le financement et la réussite d'un projet, entre les investisseurs et les créateurs et les micro-studios de jeux vidéo. Parce que d'un côté, on a l'investisseur, il est motivé, il est gamer, il a envie, mais il comprend rien au code, il ne sait pas comment sécuriser son investissement. De l'autre côté, on a le créateur, il a une vision artistique forte, mais il manque parfois de structure et d'expérience en production lui-même. Et enfin, on a ce fameux troisième acteur qui va être nécessaire et qu'il faut à tout prix fabriquer en termes de métier, c'est le producteur-investisseur, parce que lui, il va comprendre les deux mondes. C'est-à-dire que lui, il va comprendre le monde de l'investisseur, les besoins de l'investisseur, les peurs de l'investisseur, et il va comprendre la production d'un jeu vidéo. Donc c'est ce métier qui doit émerger, qui va, je pense, j'en mets ma main à couper, émerger dans les mois, années qui viennent, et qui fera un pont entre les investisseurs, les créateurs, les solo-créateurs, au centre. Donc lui, il pourra clairement, et mieux que tout le monde, évaluer le potentiel d'un projet, la vision, la faisabilité, le marché, les possibles gains, il pourra aider à structurer la production, donc les milestones, les roadmaps, pour rassurer encore une fois, pour faire le suivi de la production. Il pourra s'assurer que l'argent est bien utilisé, bien dépensé, qu'il est mis au bon endroit. Enfin, il pourra aider à la mise sur le marché, au publishing, je dirais, complète du produit. En clair, son rôle, son mandat, serait de transformer sur le papier un investissement qui est très risqué dans le monde du jeu vidéo indépendant en un investissement qui serait plus calculé. Alors quand je dis ça, c'est pas le loto, hein. Ça veut pas dire que forcément, si on a un producteur, investisseur au centre et au milieu d'un créateur ou d'un micro-studio et d'un investisseur, que ça garantit le succès d'un jeu. Mais là, on est retombé dans les classiques de n'importe quel autre business. Et le but, c'est pas de dire faire de l'investissement dans le jeu vidéo indépendant, c'est le truc de fou, c'est comme gagner au loto tous les jours. Non, c'est juste essayons de ramener ce métier et essayons de ramener ce marché dans un marché normal, où on trouverait des investisseurs qui sont prêts à investir, des studios micro, petits, moyens, ou des solo développeurs qui sont prêts à recevoir de l'investissement, et au centre, quelqu'un pour être le médiateur de tout ça. Et pourquoi c'est une opportunité énorme, cet axe-là? Tout simplement parce que aujourd'hui, vous avez vu que l'industrie du jeu vidéo, elle est en train un petit peu de branler, de trembler, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les modèles économiques du AAA, de tout ce qui était historiquement les bases fondamentales de l'investissement dans le jeu vidéo, de la réussite dans le jeu vidéo sont en train de changer. Pourquoi? Parce que les joueurs ont changé, parce que la demande des joueurs est changée, et aujourd'hui, il y a une demande d'avoir plus d'expérience, plus d'authenticité, et le monde du jeu vidéo indépendant, lui, par contre, continue de sortir des pépites très régulièrement. À côté de ça, on a de plus en plus de développeurs solo, de micro-équipes qui veulent se lancer, qui veulent y aller. Mais ce qui va les freiner, c'est que ils vont pas forcément avoir les ressources de temps, les ressources d'argent, même si c'est pas des budgets colossaux, c'est des petits budgets quand on est solo des créateurs ou quand on est en micro-studio, je dirais, de développement. Donc eux, ils vont être freinés à cause de ça. En plus, ils peuvent avoir un manque d'encadrement. Donc eux-mêmes, ils sont très très souvent en demande d'encadrement. La preuve, c'est ma chaîne. C'est la chaîne sur laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo, puisqu'elle est consacrée exclusivement aux solo créateurs et aux micro créateurs de jeux vidéo. J'ai interviewé plein de gens qui ont déjà sorti des projets, mis en place des projets avec des réussites fortes, des choses en attente, etc. Mais j'en ai des centaines sous la main. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de personnes qui se lancent dans la solo création de jeux vidéo à des états plus ou moins avancés ou des micro-studios. Tous les jours, je reçois plein de contacts et d'avis. Il y a énormément d'appétence, en tout cas, pour se lancer dans la création de jeux vidéo, parfois avec des profils complètement atypiques, parfois avec des profils ultra professionnels, avec des projets sur tout l'éventail possible et imaginable de ce qui existe dans le jeu vidéo. Il y a une vraie appétence pour ça. D'un autre côté, on a les investisseurs classiques ou les joueurs investisseurs, parce que moi je crois beaucoup aux gamers investisseurs.
Aujourd'hui, dites à n'importe qui est fan de jeux vidéo, est-ce que tu n'aurais pas envie un jour de faire un jeu vidéo? Il va vous dire oui, instantanément. Et ces gens-là, en fait, ils savent pas par où commencer, ils savent pas comment juger un projet, etc. Donc c'est là où il y a aussi une appétence forte. Et ce pont entre investisseurs et créateurs, il n'existe pas à grande échelle. Aujourd'hui, à l'instant où on parle. Il y a des petites touches, on connaît tous les Kickstarter, le crowdfunding, etc. Mais justement, tout ce qui est crowdfunding, si vous n'avez pas déjà une fine base qui croit en vous, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que justement, il n'y avait pas ce pont. C'est-à-dire que justement, il n'y avait pas quelqu'un qui était capable de faire le pont entre l'investissement et la concrétisation du projet. Pourquoi aujourd'hui les Kickstarter, les financements participatifs sur le jeu vidéo, ça n'a pas explosé comme ça aurait dû l'être quand ça a été lancé ou quand les premiers l'ont fait? Tout simplement parce qu'il y a trop de projets qui n'ont jamais abouti, trop de gens qui se sont fait arnaquer en quelque sorte, plein de gens qui ont mis des sous et qui se sont dit waouh, l'idée elle est géniale et en fait on n'a jamais vu le jeu. Donc ça ne marche pas. S'il n'y a pas un encadrement et en tout cas un pont au centre pour faire le lien en fait entre les investisseurs et les créateurs, ça ne fonctionne pas. Et moi, je crois beaucoup à ce futur métier, à ce futur business, en quelque sorte, parce que ça peut être vraiment un nouveau pan complet de l'économie du jeu vidéo. Et en plus, il y a une appétence des deux côtés. Donc, on dit toujours, l'entrepreneuriat, le business, etc., c'est essentiellement le fait de répondre à un besoin. Donc, d'un côté, on a des solo-créateurs, des micro-studios qui créent des jeux vidéo, qui sont des passionnés, qui ont un besoin d'argent, de finances. De l'autre côté, on a des investisseurs classiques, on a des gamers investisseurs, on a des gens qui rêvent d'investir dans le jeu vidéo. Et en fait, ce besoin n'est pas connecté. Dites-moi en commentaire, si vous êtes gamer, est-ce que vous avez jamais eu envie vraiment un jour de faire votre propre jeu vidéo, voire d'investir dans le jeu vidéo? Dites-le en commentaire. Si vous êtes investisseur pur, classique, dites-moi si investir dans le jeu vidéo, ça vous a pas traversé l'esprit au moins une fois, je dirais, dans votre vie. Et si vous êtes créateur de contenu, si vous êtes solo créateur ou micro studio indépendant ou même studio un peu plus gros, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait nécessaire que les investisseurs soient un peu plus sur les petits et pas que sur les gros? Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo indépendant doit trouver son venture builder, on va dire. Donc là où les startups de tech, là où il suffit de regarder la télé, il suffit de regarder YouTube, vous allez trouver plein de podcasts, plein de talks, vous allez avoir des émissions comme Qui veut être mon associé, etc. etc. Aujourd'hui, tous ces business-là ont tout un tas de mécanismes, tout un tas de tech, tout un tas d'ouverture pour mettre en relation des investisseurs et des créateurs. Par contre, le jeu vidéo indé est vraiment pauvre. Alors oui, il y a les aides du CNC, il y a les aides régionales, il y a des fonds d'investissement, etc. Mais c'est encore un micro morceau, c'est très compliqué pour les avoir. Si vous faites un dossier au CNC, croyez-moi, il y a des centaines et des centaines de personnes qui font des dossiers, ils ne peuvent pas accepter tous les dossiers. Donc il y a quelque chose d'assez élitiste à l'entrée. Pour ce qui est des aides régionales, etc., elles sont minimales. Et moi-même, en ayant discuté longuement avec des personnes qui s'occupent des aides régionales sur le jeu vidéo, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils en reviennent aussi eux. Parce que combien de fois on leur a vendu une idée, et en fait, cette idée, elle n'a jamais été concrétisée. Et en fait, le plus gros défaut, ça va surtout être un défaut de production, un défaut de technique. C'est-à-dire qu'en fait, les idées, il y en a. Encore une fois, je le dis toujours sur ma chaîne, mais c'est la faisabilité. Et là, encore une fois, ça rentre exactement dans le cadre de ce fameux métier du producteur-investisseur. Imaginez un monde parfait, on va dire, avec tout ce que je viens de dire. Donc d'un côté, vous avez un investisseur professionnel, amateur, habitué, pas habitué, qui est ultra motivé, qui peut investir facilement dans un projet sans se dire « je sais pas où je vais parce que je vais être avec un producteur-investisseur qui lui va faire le pont et va me dire comment ça se passe, si ça avance ou si ça avance pas ». D'un autre côté, vous aurez un solo dev ou un micro studio talentueux qui eux vont pouvoir se concentrer ou qui lui va pouvoir se concentrer uniquement sur la création de son produit, de son jeu vidéo, sans tout le côté problématique de gestion, d'argent, etc. Et enfin, le producteur-investisseur qui lui va jouer le rôle de connecteur et de garant des deux côtés. Donc il va garantir aux créateurs de jeux vidéo ou aux micro-studios de jeux vidéo que l'investisseur est là, et il va garantir à l'investisseur que le créateur de jeux vidéo est là et qu'ils font tous leur boulot. Voilà. Après, est-ce que ça va forcément créer un hit? On l'a vu tout à l'heure. Faut pas voir ça comme ça. Ça peut faire un hit. On n'est pas là pour donner une martingale de casino ou une martingale du loto. Pas du tout. Un investissement reste un investissement. Quel qu'il soit, il y a du risque. Et je pense vraiment que producteur-investisseur,
C'est pas juste un métier, c'est vraiment quelque chose qui pourrait révolutionner véritablement le monde du jeu vidéo indépendant. Donc pour finir, on se posera juste une dernière question, c'est et si le prochain très gros studio mondial indépendant ne serait pas financé par une nouvelle génération d'investisseurs passionnés? Ça serait pas magnifique? Donc le futur du jeu vidéo ne se jouerait-il pas entre les mains de futurs gamers prêts à investir, à mettre du capital, en décidant d'investir intelligemment, donc accompagné? Voilà, merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner. La chaîne est vraiment consacrée à la solo création et à la micro-création de jeux vidéo. Ce dossier est un dossier un petit peu à part, je dirais. N'hésitez pas à liker, partager, mais surtout en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ça, si vous seriez prêt à investir, etc. Si vous êtes vous-même investisseur, n'hésitez pas à commenter, exprimer. Vous pouvez retrouver aussi l'email si vous voulez me contacter directement. Moi, j'en ai plein. J'en ai plein. Des solo créateurs avec qui je suis en talk, en échange, etc. Des micro-studios qui n'attendent qu'une chose, c'est que des investisseurs passionnés les rejoignent dans des aventures qui peuvent mener très très loin. Merci à vous. Ciao.